C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les bassins du quartier Batavia connaissent une cure de jouvence depuis ce samedi. Le canal a reçu la visite des agents de la mairie du 4e arrondissement. Vous le verrez dans ce journal. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est en Éthiopie où il a pris part au 36e sommet de l'Union africaine. Ce rendez-vous permettra de mettre en marge la zone de libre-échange économique. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, le concours de l'arrondissement le plus propre. On en parle encore, cette fois au 4e arrondissement de la commune de Libreville, où les agents ont effectué une descente sur le terrain pour le nettoyage. Le canal de Batavia était le lieu choisi pour l'assainissement. Plus de détails avec Jessica Onjoua. Le canal de Batavia, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, a reçu une véritable cure de jouvence. Les travaux de désengorgement et d'embellissement rentrent dans le cadre du concours de l'arrondissement le plus propre, initié par les plus hautes autorités de gouvernement. Si nous sommes ici ce matin, c'est dans le cadre de l'arrondissement le plus propre. Nous sommes sur le terrain du lundi au samedi. Et j'espère que nous allons remporter ce concours. Les agents de la mairie du 4e arrondissement de Libreville, hommes comme femmes, se sont prêtés à l'exercice de nettoyage. Débroussailleuses, brouettes, pelles, râteaux, tout y était pour rendre cet environnement plus propre. Vous savez, c'est dur, madame. La population est sensibilisée. Au niveau des ordures ménagères, vous savez que ces décrets existent, que les ordures doivent être déposées de 17h à 21h. Mais la population ne nous facilite pas la tâche. On dépose les ordures à n'importe quelle heure. Et voilà un peu la difficulté que nous rencontrons. L'incivisme aussi, puisque vous-même, vous avez vu, ce qu'il ne faut pas jeter dans le canal, on le fait, on trouve des congélateurs, on trouve des pneus et des vieux matelas. Et là aussi, c'est l'incivisme des populations. On sensibilise, on continue de sensibiliser parce que si vous êtes passé chez nous au 4e, nous avons des flyers, nous avons les autocollants pour qui indiquent qu'il ne faut plus jeter les ordures à cet endroit, il faut les déposer de 17h à 21h. Voilà un peu ce que nous faisons ce matin. Lancé depuis le 30 décembre par le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata, le concours de l'arrondissement le plus propre qui s'étend jusqu'au mois de mars a pour principal objectif promouvoir la salubrité des villes du pays. Parlons à présent de cette audience solennelle, l'installation des magistrats et greffiers à la Chambre des comptes de Tchibanga dans la province de la Nyanga. Plus de détails avec notre correspondant. L'audience solennelle d'installation des magistrats et greffiers nommés à la Chambre des comptes de Tchibanga s'est déroulée en présence de Madame le gouverneur de la province de la Nyanga, Nicole Nwandou, des autorités politico-administratives et judiciaires, de défense et de sécurité, des parents, amis et connaissances. Chers collaborateurs, en vous nommant à vos différentes fonctions respectives, vos supérieurs hiérarchiques vous ont gratifié d'une certaine confiance, perçue à la fois comme la résultante des efforts accomplis dans le cadre des missions qui vous ont toujours été confiées. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Chambre, en marge de mes réquisitions, je dois m'acquitter d'un agréable devoir d'adresser aux collaborateurs les félicitations du parquet général avec tous nos vœux de plein succès dans l'exercice de leurs charges tout en les assurant de notre entière disponibilité à chaque fois que le besoin. Ensuite, les promus ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Le ministère public, par l'envoi desquels qui vous plaise, d'inviter les collaborateurs à occuper leur siège, me donner acte de mes réquisitions et dire que le tout sera adressé procédéral à 40 minutes de grève de votre juridiction, conformément à la loi. Je vous remercie. Une photo de famille a immortalisé l'événement.
Le virus Marburg continue de sévir en Guinée équatoriale. Afin d'éviter toute contamination possible, les autorités gabonaises se déploient en mettant en place tout un dispositif de mesures barrières. Plus de détails avec Chimène Indon. Depuis quelques jours, une équipe d'experts du ministère de la Santé, composée de plusieurs spécialistes, sont au front à la frontière Gabon-Guinée équatoriale. Objectif, éviter l'entrée du virus Marburg qui sévit en Guinée équatoriale au Gabon. Après la mise en place du dispositif préventif dans les départements de Meyoké et de Mebo, dans la province de Wellington, le tour est revenu à Assok-Medeng. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la frontière Assok-Medeng pour pouvoir renforcer le même dispositif de prévention. Les équipes sont sur place, les équipes travaillent. Nous n'avons aucune notification de cas de personnes présentant des symptômes similaires à une maladie à fièvre Marburg. Donc nous avons aussi mettre à leur disposition des équipes, des experts du ministère de la Santé. Le sens de l'anticipation en pareilles circonstances reste le leitmotiv du chef de l'État. Ce sur quoi s'attelle le membre du gouvernement, d'Alain-Claude Billy-Binzé. En matière de prévention des épidémies, il y a des règles universelles. Et le Gabon étant membre de l'OMS, et nous sommes accompagnés de l'Organisation mondiale de la santé, et le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif, vous avez vu, dans les autres pays, c'est le même dispositif qui est mis en place. L'objectif, c'est d'éviter l'importation du virus Marburg au Gabon. Il n'y a pas de crainte à se faire pour la population résidant dans les villages environnants. Depuis là, il n'y a pas la maladie, on vit bien, on est tranquille, on fait nos choses, il n'y a pas la maladie. La population devrait faire preuve de calme et de sérénité au regard des efforts consentis par le gouvernement pour barrer la route à ce fameux virus. Sensibiliser sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. C'est l'essentiel du message transmis par le parti de l'opposition des démocrates à ses cellules de base depuis quelques jours. Dans la foulée, le bureau directoire procède également à l'installation des coordinations. Estelle Envam nous fait le point. Engagé pour l'alternance démocratique à tout prix, le parti de l'opposition, les démocrates, entend se restructurer en investissant le terrain. Dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, le mot d'ordre de conquête a été transmis à la coordination nouvellement installée. À notre sens, les démocrates, c'est un programme d'action, un état d'esprit, mais aussi et surtout des hommes. À l'intérieur de ce cadre permanent, la préoccupation de la coordination du 2e arrondissement de Libreville consistera à rechercher la combinaison optimale en vue d'obtenir des résultats concrets ayant un impact global, équitable, transversal, absolu et indiscutable. Pour faire comprendre à chaque militant sa responsabilité dans l'issue du vote, le parti de Nguizou Bandama fait preuve de réalisme. Pour gagner une élection, il faut être inscrit sur la liste électorale. Mais il ne suffit pas d'être inscrit sur la liste électorale, il faut effectivement aller voter. Ils sont nombreux qui sont inscrits sur la liste électorale. Le jour du vote, les choses là, on sait déjà comment ça va se passer. Moi, je me lève pas, je ne pars pas là-bas. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que, puisque nous avons des suffrages, nous donnons la difficulté au pouvoir en place de pouvoir tricher. Deuxième force politique du pays après les législatives et locales de 2018, les démocrates inscrivent leur lutte dans la prise du pouvoir pour une gestion équitable des richesses. Cette série d'installations débutée dans le 2e arrondissement de Libreville va se poursuivre dans d'autres arrondissements et s'étendre à Ovando, à Kanda et dans d'autres localités du pays. Le bassin du Congo a une valeur inestimable en matière d'absorption du CO2 qui constitue une réelle menace pour la planète. Seulement, avec le financement limité des pays qui abritent cet écosystème particulier, il n'est pas surprenant que les activités économiques qui impliquent la déforestation ne baissent pas considérablement. Le constat avec Alexandre Mbaundo. Au moment où le Gabon va abriter le One Forest Summit, il est tout à fait indiqué que l'on s'intéresse à l'apport du bassin du Congo en matière de séquestration du carbone. Ce
Selon les estimations de Center for Global Development, la forêt du bassin du Congo, qui s'étend sur une surface totale de 298 millions d'hectares répartis dans 6 pays dont le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo, absorbe environ 600 mégatonnes de CO2 chaque année. La valeur du carbone absorbé par la forêt du bassin du Congo aurait pu atteindre les 55 milliards de dollars par an si cet écosystème particulier n'avait pas été durement touché par la déforestation. Les montants mobilisés par le secteur privé pour la préservation des forêts à l'échelle mondiale se sont situés à 100 millions de dollars par an entre 2012 et 2020. Un tiers seulement de ce montant était destiné au continent africain. Avec ces niveaux de financement limités, il n'est pas surprenant que les 6 pays dont les territoires abritent une partie de la forêt du bassin du Congo continuent de chercher les opportunités économiques qui impliquent la déforestation. Le texte concernant la réduction des gaz à effet de serre ayant été adopté à minima en Égypte lors de la COP27, la rencontre de Libreville s'avère capitale. Les chefs d'État et de gouvernement, les financiers, la société civile et les peuples autochtones doivent donc accorder leur violon pour une planète plus sûre pour les générations futures. Hors de nos frontières, arrivée du président de la République, chef de l'État à Addis Abeba, dans la capitale Éthiopie. Le leader du Gabon prend part au 36e sommet des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi, la presse présidentielle. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre ce samedi à Addis Abeba. Parmi les leaders présents dans la capitale d'Éthiopie, le président de la République gabonaise. Le rayonnement de notre pays sur l'échiquier politico-diplomatique international, la lutte contre la précarité et l'accélération de la mise en œuvre du projet de la zone de libre-échange continentale ont motivé cette nouvelle mission au service de la nation et du peuple gabonais. Avec les honneurs officiels que lui confère le statut de chef d'État, le président Ali Bongo Ondimba a été reçu en cette terre d'accueil et d'hospitalité. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine devrait permettre de relancer les économies du continent, fortement impactées par les conséquences de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne. Pour le président de la République et ses homologues, les assises du 36e sommet de l'Union africaine devront donc se consacrer à la redynamisation du commerce intra-africain pour augmenter la part du continent dans le commerce mondial. Et selon la Banque mondiale, d'ici à 2035, l'accord pourrait permettre d'améliorer les conditions d'existence d'au moins 50 millions de personnes sur l'ensemble du continent africain. Sitôt après son arrivée à Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République a reçu son homologue de Sierra Leone. Au menu des discussions de vendredi soir, le renforcement du partenariat avec cet État membre de l'Union africaine. Bienvenue Miko. Cette rencontre est celle de 2 dirigeants africains, motivés par une volonté commune de développer dans l'intérêt de leurs États et de leurs peuples respectifs un partenariat sans cesse renforcé, basé sur le respect mutuel et des relations gagnant-gagnant. Le président de la République et son homologue sierra-léonais ont discuté des conditions d'une réponse appropriée aux grands défis socio-économiques de l'heure. Leur ambition commune, relancer l'économie post-Covid et renforcer la solidarité africaine. Des arguments essentiels à l'heure où s'ouvre le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacré à l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. En séjour au Gabon, en 2020, le président Julius Maada Bio avait visité l'actuelle zone d'investissement spécial d'Nkok, un modèle de développement unique et une vision partagée par 2 leaders africains favorables à la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pour les populations d'un continent encore plus prospère. Sommet de l'Union africaine, les participants vont certainement plancher sur la levée de suspensions qui pèsent sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. La demande a été formulée par les ministres des Affaires étrangères des 3 pays concernés. Un reçu de Ralph Nyongo. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, 3 pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la faveur des coups d'État depuis 2020, sont suspendus des organes de décision de l'Union africaine ainsi que de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Ils ne peuvent donc pas participer au sommet de l'Union africaine qui se tient samedi et dimanche en Éthiopie. Cependant, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, Abdoulaye Diop du Mali, Olivia Rwamba du Burkina Faso et Morisanda Kouyaté de la Guinée, se sont rendus à Addis Abeba où ils ont rencontré leur homologue comorien Dohir Koukalmal, dont le pays doit prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Une visite qui participe de la démarche conjointe des 3 pays en vue de la levée de leur suspension des activités de la CEDEAO et de l'Union africaine. À Addis Abeba, ils ont soutenu que le maintien des suspensions constitue une entrave à la mobilisation des appuis régionaux et internationaux au processus dit de transition entre les coups d'État dont leurs pays ont été le théâtre et un retour des civils au pouvoir. Ils ont ajouté que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, il est nécessaire de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région pour faire face à ce fléau. Ces sanctions touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine de la contribution des 3 pays nécessaires pour relever des défis majeurs et portent atteinte à la solidarité sous-régionale et africaine qui constitue le principe cardinal de l'intégration, de la coopération régionale et continentale, ont-ils argumenté. Raison pour laquelle ils ont adressé cette demande le 10 février dernier à l'Union africaine, à laquelle Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, a répondu sans plus de détails. Cette question n'a pas encore été discutée. Il y aura une réunion du Conseil paix et sécurité qui va examiner ces requêtes. Donc il n'y a pas encore de décision dans ce sens. Précisons que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont été sanctionnés par l'Union africaine et la CEDEAO suite à des prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Les autorités maliennes ont commencé cette semaine à faire respecter l'interdiction de la chicha en procédant à des dizaines d'interpellations dans des clubs de la capitale et à la saisie de nombreuses pipes à eau, mettant des dizaines de jeunes au chômage. C'est un récit de Sidela Niman. Sur les réseaux sociaux, l'Office central des stupéfiants a publié de nombreuses photos d'opérations annonçant des dizaines d'arrestations et des saisies de lots de matériel important. Les autorités maliennes avaient provoqué la surprise en août 2022 en annonçant l'interdiction de la chicha, mais la junte ne s'était pas spécialement signalée jusqu'alors par de tels actes de prohibition. Les bars où de jeunes hommes en majorité fumaient la chicha ont fleuri ces dernières années à Bamako, capitale relativement préservée de la violence et la propagation djihadiste qui afflige le Mali depuis plus de 10 ans. Les autorités avaient donné 6 mois aux bars pour fermer. Un décret signé par 6 ministères prévenait que les consommateurs encourent de 1 à 10 jours de prison et une amende de 300 à 10 000 francs. Certains déplorent néanmoins l'emploi que cette activité économique créait. Ces jeunes qui occupent énormément de ventes libres dans tous les quartiers de Bamako, ils vont occuper quel emploi dans l'avenir? Il y a au minimum 1000 personnes qui seront sans emploi. Et comment ces gens, il y a des gens qui vivent, ils ont des familles qui nourrissent. Et ils vont occuper quel poste? Ils seront remplacés par quoi? C'est la question. Le Mali est un pays dans son immense majorité musulman et les interprétations de l'islam ne sont généralement pas favorables à la chicha ou à la cigarette. Mais c'est aussi un pays laïque qui tolère l'alcool par exemple, même si la consommation en est limitée à certains lieux publics. En Guinée, plusieurs manifestants sont descendus dans les rues du Grand Conakry. Un appel à manifester qui a fait un mort lancé par le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. Le gouvernement menace de sanctionner. Plus de détails avec Roland Djakou. Plusieurs manifestants sont descendus dans les rues de Conakry, dans le quartier Koloma-Bomboli. Les forces de l'ordre tentent de les empêcher d'avancer. Sur le carreau, on compte un mort. Un jeune homme de 18 ans abattu dans la banlieue de Hamdalaï est mort avant de parvenir à l'hôpital. Pour certains Guinéens, il est plus que temps de discuter. On est tous des Guinéens, on n'est pas contre la manifestation, mais il faut que la manifestation soit coordonnée. Et moi je lance un appel au gouvernement guinéen, au gouvernement de la transition coordonné par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et moi je lance un appel à son endroit de tout faire pour que au moins les politiciens et la société civile se retournent autour de la table pour qu'on discute au moins, ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent. Le Front National de Défense de la Constitution, le FNDC, qui de son côté déplore une trentaine de morts, avait appelé à une marche pour réclamer la libération de 3 de ses responsables et de tous les autres prisonniers détenus pour des raisons selon lui politiques, ainsi qu'un retour rapide des civils au pouvoir.
Les principaux partis, quasiment réduits à l'inaction, avaient appelé à la mobilisation. Donc moi je lance un appel au FNDC de revoir leur stratégie parce que la guerre, la pagaille ne peut rien régler les affaires. On est tous des Guinéens. La pagaille ne peut rien régler dans ce pays-là. Face à cette situation, les autorités menacent d'interdire les principaux partis politiques après ce qu'elles qualifient d'appel à manifester et des troubles dans la banlieue de Conakry. Les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des poursuites judiciaires par les autorités compétentes se verront appliquer des sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément. Le gouvernement fait état de 28 blessés, parmi lesquels 20 policiers et gendarmes, dont 7 grièvement touchés qui ont été placés en soins intensifs, mais n'a pas évoqué de mort. Cette fois-ci en sport, un gala de boxe arabe va se dérouler le 4 mars prochain en Italie. Un combat qui va opposer le double champion en titre de la discipline, le Tunisien Ayoub Gredia, face au féroce Matteo Costa. Ce combat verra la participation de notre compatriote Eric Ella en qualité de vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe. Jeremy Ngoma nous fait le point. Le 4 mars prochain, la ville de Milan va vibrer au rythme de la boxe arabe. Il s'agira, entre autres, pour le double champion du monde de boxe arabe, Ayoub Gredia, qui va remettre son titre en jeu pour la 3e fois consécutive lors d'un combat auquel il sera opposé à Matteo Costa pour le compte de la catégorie des 75 kg super moyens. Une confrontation importante qui se déroulera du côté du Bermago Sport Hall à partir de 19h. Matteo Costa, qui sera challenger du Tunisien Ayoub Gredia, est un combattant rugueux et dont la majorité des combats ont été gagnés par KO. La Fédération internationale de boxe arabe, dont le président n'est autre que Heidi Sediri, vient de faire encore un gros coup. Selon certaines sources, les places de ce combat, qui aura lieu dans un mois, sont déjà toutes prises. C'est dire la particularité de ce combat grandeur nature. Rappelons que ce gala de boxe arabe sera diffusé dans plusieurs chaînes italiennes et européennes. Celui-ci sera marqué par la présence du vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, Eric Ella, qui est par ailleurs président de la Fédération gabonaise de kickboxing. Pour l'heure, le double champion du monde de boxe arabe, Ayoub Gredia, peaufine tranquillement mais sereinement sa préparation en Italie dans l'optique de conserver son titre. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.